Nul n'ignore désormais que la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, la plus vaste de France, constitue le fleuron de l'architecture gothique. Mais d'où vient à la capitale picarde ce surnom de Petite Venise du Nord? Et qui a posé ce majestueux vaisseau de pierre blanche à côté du modeste quartier Saint-Leu? Les réponses, les amoureux des lieux vont nous les apporter. Jacques, l'écrivain, nous entraînera dans ces ruelles, à la rencontre d'autres passionnés. Comme Émilie, guide conférencière, elle prépare une visite bien particulière de la cathédrale. David et Fraco, eux, sont dessinateurs de BD. Ils ont trouvé ici une source d'inspiration inépuisable pour leur prochain album. À plusieurs dizaines de mètres au-dessus de leur tête, Michel œuvre à la restauration de l'édifice. De retour dans le quartier, un autre Michel nous ouvrira son atelier et nous présentera La Fleur, personnage emblématique du quartier Saint-Leu. Vous démarrez la chanson de façon un peu tonique. Avec Nathalie, nous visiterons un théâtre de marionnettes en langue picarde avant de rejoindre le parvis de la cathédrale où chaque soir se tient un fabuleux spectacle. Aujourd'hui, Saint-Leu est tout entier voué au tourisme et à la vie estudiantine. On y flâne et se restaure au bord des quais que surplombe la silhouette imposante de la cathédrale. Des dizaines de milliers de visiteurs arpentent désormais chaque année les vieilles ruelles. Juste au retour des choses, quand on sait comment tout cela a débuté, il y a plus de 8 siècles. C'est justement ce point d'histoire que Jacques cherche à éclaircir. Alors ce matin, il a donné rendez-vous à Émilie sur les bords du quai Bellu. En leur compagnie, nous remontons le cours du temps jusqu'aux origines du quartier. Le quartier Saint-Leu tire au Moyen-Âge sa richesse de la production principalement du tissu, du drap de velours et du commerce de ce qu'on appelle ici la oued. On connaît plutôt cette plante tactoriale sous le nom de pastel. Les habitants du quartier Saint-Leu vont s'enrichir grâce au commerce de cette oued. Donc on suppose que les paroissiens de Saint-Leu ont pu concourir au financement de la cathédrale grâce à cette économie prospère au milieu du Moyen-Âge. Mais bien avant cette période d'opulence, le quartier Saint-Leu n'était qu'un vaste marécage insalubre. Dès le XIIe siècle, le drainage des canaux, qu'ici on appelle des rieux, permit l'assèchement des marais. Les travaux facilitèrent la construction des premiers moulins et l'installation de nombreux ateliers de teinturerie. Le quartier devint alors le principal atout de la ville d'Amiens. Les religieux vont hériter de moulins. Les religieux de la cathédrale vont hériter de moulins qu'ils vont louer aux habitants de Saint-Leu. Et donc tous les artisans qui avaient besoin de la force motrice de l'eau pour exercer leur profession se sont installés dans le quartier Saint-Leu. Le moulin de Passavant figure parmi les plus anciennes bâtisses de la ville d'Amiens. Donc sa construction est attestée dès le XIe, XIIe siècle. Et c'est l'un des derniers moulins du quartier Saint-Leu, avec le moulin Passe-Arrière, son voisin. Curieusement, pour retrouver les traces de cette époque disparue, il faut quitter les ruelles de Saint-Leu et gagner le parvis de la cathédrale qui les domine. On découvre alors fasciné la taille impressionnante de l'édifice gothique, dont la façade nous replonge dans ce passé moyenâgeux. Ah, c'est extraordinaire, c'est la façade occidentale de la cathédrale, la façade principale. Plusieurs niveaux de lecture, j'imagine, et d'histoire racontée. Oui, c'est ce qui est fascinant, c'est que plusieurs niveaux de lecture sont possibles. Une lecture religieuse, une lecture symbolique, certains y voient même une lecture alchimique. Chacun il peut y lire ce qu'il souhaite finalement, selon sa sensibilité. Alors il faut se replonger dans l'esprit finalement de ferveur religieuse de ce Moyen-Âge pour pouvoir lire à la façon de ces hommes médiévaux cette Bible de pierre qu'incarne la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens. Donc vous voyez, on nous montre la vie profane finalement sur un lieu, sur la façade d'un lieu sacré, mais on y met toujours un lien, on crée le lien avec le sacré. Alors, découvrons ce portail Saint-Firmin. Voilà. Portail dédié à l'histoire religieuse locale d'Amiens et qui est fort célèbre, notamment en raison de son calendrier picard que l'on peut découvrir dans les quadrilobes qui figurent au bas des sculptures. Cet étonnant ensemble de bas-reliefs date de l'origine de la construction de l'édifice. Il établit une correspondance entre les signes du zodiaque et les travaux agraires qui rythmaient les saisons.
Il constitue un témoignage unique sur la vie des paysans du Moyen-Âge. Et l'on passe ainsi des semailles aux moissons, du battage du grain au foulement des raisins. Sur le portail voisin, un autre bas-relief décline, parfois avec humour, les vices et les vertus. Parmi tous ces petits quadrilobes, il y en a un qui est particulièrement amusant. C'est celui-ci qui va nous narrer finalement l'histoire de la dispute conjugale médiévale. Monsieur arrive avec une cruche d'un breuvage inconnu. Hein. Madame ne semble pas fort heureuse puisqu'elle lâche sa quenouille et elle lui tord littéralement le cou, monsieur tombant à la renverse face à cette attaque. Mais je remarque que le vase n'est pas cassé. Non, le Donc breuvage la dispute est légère. est légère, effectivement. Nous sommes à l'intérieur de l'impressionnante cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Fantastique. Vous avez Quel vu ce volume, vaisseau quelle de hauteur. On a envie d'abord plein de chiffres, puis de dates aussi. Ça a été construit quand? Alors cette cathédrale, effectivement, c'est la cathédrale de tous les records. On pourrait dire qu'il s'agit de Miss Notre-Dame. Comme je dis toujours aux visiteurs, 90, 60, 90. Non, pas du tout, mais c'est tout aussi harmonieux. Elle fait 145 mètres de long, donc c'est la cathédrale la plus longue, 70 mètres de large au niveau du bras du transept, et puis surtout une hauteur sous voûte de 42 mètres 30. Nous sommes un peu chauvins à Amiens, nous disons que nous possédons la cathédrale la plus haute sous neuf. Il paraît qu'on peut mettre 2 fois la cathédrale Notre-Dame de Paris dedans. Effectivement, en volume, on pourrait y placer 2 Notre-Dame de Paris, la cathédrale d'Amiens faisant 200 000 mètres cubes en volume. On a tendance à lever les yeux au ciel quand on arrive dans la cathédrale, on est happé par sa hauteur vertigineuse. Or, au sol se trouvent également des éléments intéressants, notamment ce fameux labyrinthe. Le chemin du labyrinthe est composé d'un seul et même chemin. On ne choisit jamais entre la gauche et la droite, c'est symbolique. Dieu ne va pas porter les fidèles vers l'erreur, il va au contraire les conduire vers le bon chemin. Sauf que ce chemin est très long. Et parfois, il effectue de nombreux méandres. Il est à l'image de la foi de ces hommes du Moyen-Âge. Et finalement, une fois qu'ils arrivent au centre du labyrinthe, ils renaissent finalement. C'est une espèce de purification et ils peuvent continuer leur pérégrination dans la cathédrale. En voyant les hauts-reliefs, il y a quelque chose de vivant dans ce qui est figé pourtant. Oui, effectivement. Alors, ces hauts-reliefs datent du XVIe siècle et nous narrent ici l'histoire de Saint Firmin. Mais en plus de l'expression, de l'expressivité des personnages dont vous faites écho, il est également très intéressant de découvrir les arrière-plans qui figurent l'Amiens du XVIe siècle. Et on peut notamment découvrir la physionomie de Notre-Dame d'Amiens avant les restaurations du XIXe siècle. C'est une vraie carte postale, une série de cartes postales d'époque. C'est vrai. Jamais retouchée. Jamais retouchées, non. Nettoyées, quelque peu restaurées, mais laissées dans leur authenticité. C'est vraiment dans la tradition picarde de représenter, il y a des gens en mouvement, un aspect populaire que moi je retrouve, que je vois ici, que je retrouve à Saint-Leu. Alors Jacques, je vous invite à rencontrer 2 personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans une cathédrale et qui œuvrent actuellement dans cet espace bien particulier de Notre-Dame. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites?
fait? Bon, tout va être bande dessinée. Au milieu des stalles de la cathédrale d'Amiens. C'est ça, quelques croquis au sein de la cathédrale. Et les stalles, vous les avez un peu regardés déjà? Vous savez que... Alors les stalles, c'est à la fois magnifique et très intimidant. Parce qu'il y a tellement de choses à regarder. C'est une bande dessinée à part entière. C'est Déjà. Déjà, Ouais. bien sûr, mais de toute façon, toute la cathédrale, par définition. Mais là, ce lieu-ci est particulièrement intimidant. C'est à en avoir la migraine tellement il y a de choses à regarder. C'est fantastique. Sculptées en seulement 11 ans, au début du XVIe siècle, les stalles de la cathédrale d'Amiens constituent le plus vaste ensemble d'ébénisterie offert par l'art gothique. 4000 personnages cohabitent ici et racontent parfois crûment, mais avec une finesse d'exécution remarquable, la vie quotidienne à Amiens. C'est ainsi que les artistes font se côtoyer malicieusement la lavandière et la prostituée, l'ivrogne et le maître d'école, le tailleur d'images et la femme au bain. Il suffit d'observer le polissage excessif de certaines figures féminines pour deviner les préférences artistiques des chanoines qui occupaient alors les stalles. Les scènes représentées ici témoignent une nouvelle fois de la liberté avec laquelle on mêlait alors tout naturellement profane et sacré. Il y a effectivement moyen de raconter des histoires autour de ce genre de lieu. Mais on peut très bien prendre comme exemple, je sais pas, raconter la construction de la cathédrale. Je pense qu'il y aurait énormément de choses à raconter sur les différents corps de métier, ce qu'on peut retrouver ici en sculpture par exemple. Enfin, il y a, je pense, énormément de choses à dire. Il est fantastique ce lieu, donc par définition, oui, forcément, nous qui sommes dans la BD, on ne peut être que attirés par ce type d'architecture grandiose. On est en pleine flamboyance. Forcément, ça nous inspire. J'ai eu l'occasion effectivement de dessiner le quartier Saint-Leu dans un ouvrage de bande dessinée. Le côté Saint-Leu nous intéressait en fait pour l'intrigue. Il y avait vraiment un intérêt à ce que l'intrigue se développe dans toutes ces petites ruelles tortueuses. Et puis graphiquement, c'est fascinant. Toutes ces maisons de guingois. Il y a un côté fait de briques et de broc. Et moi, dans mon univers graphique, c'est aussi beaucoup ce que j'aime. Je pense qu'il y a un attachement très fort des Amiénois pour leur cathédrale et pour ce quartier qui est le seul témoignage en réalité de ce que pouvait être Amiens au Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. Michel ne possède pour l'instant aucune figurine à son effigie dans les stalles de la cathédrale. Ses méthodes de travail en font pourtant l'héritier direct des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Nous sommes dans l'ascenseur qui nous mène sur le chantier de restauration de la cathédrale d'Amiens, la tranche numéro 3 de la nef sud. Une fois l'échafaudage posé, on intervient sur l'édifice qui est dans l'état initial, on va dire. On a un dessinateur, un appareilleur qui fait le tour de chaque centimètre carré, chaque pierre, qui sonde chaque pierre, voir dans quel état elle est. Ensuite, il prend les dimensions de ce qui a changé ou pas. Toutes les pierres sont numérotées, sont dessinées, et ensuite on envoie ça en carrière pour récupérer les gros blocs de pierre. Dans ces gros blocs, on débite des morceaux plus petits, et c'est là où les tailleurs de pierre taillent au panneau, à l'échelle, chaque élément de la cathédrale. Donc ensuite, sur le chantier, les maçons déposent les pierres abîmées et viennent remplacer à l'identique par les pierres neuves. La cathédrale a des dimensions tellement importantes parce que c'est énorme. Rien qu'en entretien, ça représente un sacré boulot. Il y a des milliers de mètres carrés de toiture, de façade, d'élévation, des milliers de mètres cubes de pierre. Donc effectivement, outre les grands chantiers de restauration, il y a toujours pas mal d'entretien à faire sur la cathédrale. Le travail de Michel aurait pu prendre une toute autre ampleur si la cathédrale n'avait pas miraculeusement été épargnée par les 2 guerres mondiales. D'impressionnantes précautions avaient néanmoins été prises afin de protéger l'édifice sacré. 22 000 sacs de sable furent ainsi accumulés sur les parties les plus vulnérables. Les stalles firent notamment l'objet d'une attention toute particulière. En mai 1940, un bombardement détruit la majeure partie de la ville d'Amiens. De même que la cathédrale, complice de toujours, le quartier Saint-Leu sort quasiment indemne de la catastrophe. Ce qui ne lui rendra pas forcément service. C'est le grand oublié de la reconstruction qui débute en 1950. Peu à peu, le quartier s'enfonce dans la misère et l'insalubrité. Il échappe de peu à la destruction,
Pour comble de malchance, la crise s'amorce et les habitants de ce quartier populaire, en majeure partie des ouvriers, en sont les premières victimes. Les entreprises de textile, les filatures qui les faisaient vivre, ferment une à une. Même la brasserie de la Porte, une véritable institution, disparaît. Un autre destin s'annonce pour le quartier Saint-Leu. Jacques a bien connu cette époque, qu'il a fait revivre dans un de ses romans. J'ai vu évidemment naître ces bâtiments de l'université. Avant, il y avait ce qu'on appelait la brasserie de la Porte. C'était une très grosse brasserie qui distribuait de la bière en bouteille avec, vous savez, les bouchons en porcelaine dans toute la région. À côté, il y avait le petit café Sourire d'Avril qui avait donc les transporteurs, les livreurs qui venaient et les ouvriers de l'usine. Il y avait quand même plus de 300 ouvriers qui travaillaient là. Donc maintenant, c'est une université, c'est une autre vocation. C'est sans doute encore beaucoup plus de monde avec des chercheurs. Et tout ça a changé. Et puis, il y a eu une rénovation urbaine qui s'est faite, de réhabilitation du logement. C'était les maisons en torchis qui s'effritaient, qui tombaient quasiment en ruine. Alors, il y a eu un effort de réhabilitation qui a été fait. Puis aujourd'hui, on construit quasiment dans le même style de nouvelles maisons, de nouveaux petits immeubles. Le quartier, sa vocation économique, c'est quand même beaucoup le tourisme, et pour les jeunes étudiants notamment. C'est devenu une sorte de quartier latin à Amiens. Saint-Leu est devenu un quartier latin. Les souvenirs de Jacques ont la vie dure, et les traditions du quartier Saint-Leu aussi. L'une d'entre elles, c'est dans l'atelier de Michel Petit qu'elle se perpétue. Michel, bonjour comment vas-tu ? Jacques. Très bien, et toi? Depuis les années qu'on ne s'est vu. Ça fait combien d'années que tu es dans le quartier maintenant? Ben, moi, j'ai découvert le quartier dans les années 70, donc ça doit faire... ça fait dans les 45 ans. Je me suis baladé dans toutes ces rues, et puis franchement, je suis tombé amoureux, fou du quartier. Je me suis dit que c'était vraiment un quartier qui était fait pour être dessiné. Michel a longtemps arpenté les ruelles de Saint-Leu, son chevalet sur le dos. Puis, un jour, il a décidé de se consacrer à une autre passion. Depuis quelques années, pratiquement 30 ans, je fabrique aussi les marionnettes pour le théâtre des Cabotans d'Amiens. Bon, c'est une marionnette à picarde, donc c'est une marionnette à tringle et à fil. C'est une marionnette qui fait environ entre 50 et 60 cm de hauteur et qui est habillée avec du tissu. Et pour la fleur, lui, on lui met, c'est surtout le velours d'Amiens. Mais qui est ce mystérieux Lafleur, dont on retrouve les traces à chaque coin de rue? Une statue a même été érigée en son honneur en plein milieu du quartier. Aujourd'hui, il est de sortie et rameute le chaland aux terrasses des restaurants du Quai Bellu. Bonjour, messieurs, dames. Son insolence à tout crin et son vigoureux parler picard font le bonheur des touristes. Salut. Vous appelez comment, alors? Michel Lafleur. Je suis chouette de Picardie. Bonjour, madame. Salut, me brave forme. Mac Chauveau. Vous voulez faire une petite Chauveau chez photo? Vacances. C'est bientôt le fond, hein. Ah oui. Enfin, c'est bientôt les vacances pour nous. Ouais. En tout cas, si vous voulez, notre dernier spectacle, c'est ce soir à 18h au théâtre de chez Cabotans d'Amiens. Et ouais. À votre bon cœur. À votre bon cœur, Bon ouais. après-midi. Adé. Il faut que Eh ben j'ai oui. souhait, mi. Non, t'as encore un spectacle à faire, hein. Oh. Alors, elle est où la directrice? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Viens là, Nathalie. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'as vu l'heure, c'est pas le moment de dormir là. Mais où est-ce que je suis? Dans ton théâtre, et tu as des invités, je te signale. Oh, je peux pas me reposer tranquille, mais... Lafleur, c'est un héros populaire, gouailleur avec un franc-parler, défenseur des petites gens, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, le défenseur de la classe ouvrière. Ouais, j'ai mis la fleur proche de le rigolate, aime les faire cheur, mais toujours moins camarade. C'est un personnage qui existe depuis fort longtemps, donc je pense qu'il n'est pas prêt de disparaître. En tout cas, son esprit ne disparaîtra pas. Et son esprit dans le quartier est toujours vivant. Oui, je pense qu'il s'est très attaché aussi
aux caractéristiques du quartier, à la population qui habite ce quartier. Bonjour, La fleur la fleur. Trois fois plus sécac que trick. Eh ouais. Vieille de plus de 250 ans, la tradition des marionnettes à Amiens s'est surtout développée dans la seconde moitié du 19e siècle. Le quartier Saint-Leu comptera jusqu'à 80 petits théâtres, installés dans des arrière-salles de café ou même des cuisines. Les pièces sont tirées d'un répertoire d'auteurs régionaux et représentées en langue picarde. De cette glorieuse époque ne subsiste aujourd'hui que le théâtre des Cabotans, installé dans une ancienne usine textile. Mais Lafleur et sa bande n'ont toujours pas l'intention de s'en laisser compter. Point avis chez Cabotan, et puis je débute jusqu'à le fond. On fait ce qu'il pouvait te faire pour vous plaire. Si je vous distraire, applaudissez sans manière, tapez terre tout simplement, par chez Cabotan, par chez Cabotan. Tralala, tralala, tralala. Face au succès grandissant des ruelles bigarrées du quartier, la cathédrale ne demeure pas en reste. Elle a, depuis quelques années, découvert un étonnant moyen de se mettre à nouveau en valeur. Comme une passerelle à travers le temps, la technologie moderne a révélé d'autres merveilles cachées de l'édifice et rendu ses couleurs d'antan à cette vieille dame de 800 ans. On a découvert en fait des traces de couleurs, notamment dans les portails. C'était assez significatif. Hein. C'était un peu moins sur la partie haute de la cathédrale, et notamment la galerie des rois. Mais on a retrouvé vraiment des pigments couleurs dans les portails. Le projet à l'époque, c'était de trouver un procédé technique pour recoloriser la cathédrale, mais sans la peindre. Donc le principe de la projection de lumière était la bonne solution pour remettre en couleur les portails et la totalité de la façade de la cathédrale. En fait, on a pris la cathédrale en photo. Cette photo, on l'a colorisée, on l'a colorée avec un calque, on va appeler ça un calque, et on a créé des zones de couleur. On a ensuite enlevé cette photo et repris ce calque pour le positionner dans des projecteurs avec des lampes. On fait passer la lumière à travers ce calque et ensuite dans des optiques, comme pour un appareil photo. Et par superposition, les lumières de ce calque viennent se projeter donc sur la cathédrale et les différents éléments architecturaux et statuaires. Le procédé est extrêmement précis. Chaque soir, un technicien est en place pour s'assurer que chaque projecteur est à sa position pour avoir un réglage optimum. L'effet est complètement bluffant. Le public se pose même la question si la cathédrale n'est pas vraiment peinte. Et non, c'est bien une projection qui se fait à travers les machines grâce à la précision et la qualité de ce matériel. La nuit s'empare lentement des contours de la cathédrale, qui bientôt resplendira de 1000 couleurs. Dans les canaux du quartier Saint-Leu, les reflets des néons tentent de rivaliser avec le spectacle qui s'annonce. Pour l'heure, les touristes patientent aux terrasses bordant les quais. Bientôt, ils entameront la montée vers l'édifice gothique, pareil à une procession en marche vers un mystérieux cérémonial. Le parvis s'emplit peu à peu. Certains soirs d'affluence, jusqu'à 4000 personnes se rassemblent ici, les yeux levés vers la cathédrale. En 15 ans d'existence, plus d'1 million de visiteurs venus de tous les pays du monde ont assisté à ce spectacle fascinant. À mesure que les couleurs allument la façade, le silence se fait sur le parvis. Un frisson d'émotion parcourt les rangs du public. La preuve vivante que la grande dame de pierre est toujours reine en son quartier.